Salut tout le monde, bienvenue au podcast Un peu de variété, le podcast qui met de l'avant la jeunesse émergente. Cette semaine, le podcast est une présentation de la coopérative du Sanctuaire. C'est quoi ça? C'est très simple, c'est une coopérative d'artistes qui essaye de mettre de l'avant l'indépendance musicale. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la plupart des jeunes artistes que je reçois au podcast, ou même que vous voyez dans la rue ou dans les bars, la plupart ne sont pas signés avec un label et ils sont indépendants. Ça veut dire qu'ils ont moins de moyens pour professionnaliser l'esthétique musicale et la sonorité de leur musique. La coopérative du Sanctuaire essaie d'aider ça en offrant des studios et plein de services comme, admettons, le tracking radio, des conférences sur les droits d'auteur et plein d'autres conférences super intéressantes. Dans le fond, comment ça marche, c'est que c'est un abonnement. Donc, tu t'abonnes sur leur site. Tu payes un certain montant par mois et tu as accès à leur studio qui sont en train de rénover dans un spot qui s'appelle l'Orbit. Super cool cet endroit-là en plus. Ensuite, tu as accès à tout, man. C'est malade. Tu peux même louer la salle de l'Orbit pour faire des shows. Fait que c'est insane. Puis en plus de ça, ils ont aussi des services à la carte comme le tracking radio, justement, et les conférences sur les droits d'auteur et d'autres sujets. Fait que c'est fucking cool comme shit. C'est fucking sick et vous devez aller les supporter. Ils sont en campagne de sociofinancement et c'est vraiment important de les encourager parce que c'est une belle gang puis ils méritent tout le love du monde. Parlant de personnes qui méritent tout le love du monde, cette semaine, j'ai reçu Fred, un artiste que j'apprécie depuis vraiment longtemps. C'est l'un des premiers artistes que j'avais le goût de recevoir au podcast. Je sais que je dis beaucoup ça, mais c'est vrai. Lui, c'est un des premiers qui m'a vraiment fait découvrir la scène émergente. Puis je me suis dit, OK, wow, ce gars-là, il est fucking hot. Fait qu'on a eu une belle discussion. On a parlé de rap, essentiellement. On a parlé de musique. On a parlé aussi de Romeo Elvis, de vagues de dénonciation. On a parlé vraiment de sujets encerclant le thème de la musique rap. Mais c'était vraiment une belle discussion. Fait que bon podcast. All right, Fred. Mais Freds. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Content d'être avec vous aujourd'hui. Ah, merci. Tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison? Yes, bonjour. Moi, je m'appelle Fred. Je suis un rappeur québécois qui fait de la musique. J'ai 18 ans, puis voilà, c'est pas mal ça. Là. De la très, très bonne musique. D'ailleurs, hier soir, j'écoutais une de tes tunes, Personne ne touche le ciel, puis ce qui m'a vraiment frappé, c'était à quel point j'ai senti qu'il y avait plein de références au rap français dans cette tune-là. Tu faisais des références à tes anciens textes, mais aussi à des rappeurs français, puis à des punchlines qui disaient. Toi, l'influence du rap français, ça a été quand même gros sur ta musique, je pense. Peux-tu en parler un peu plus? Ouais, tu sais, moi, j'ai grandi avec le rap français. Ça a toujours été ça dans mon entourage, dans ce que j'écoutais. Mes amis écoutaient aussi. Fait que ça a toujours été dans ma vie. Puis quand j'ai commencé le rap, j'ai jamais eu une switch de keb à français. J'ai toujours rappé comme vraiment à la française, même que j'ai un accent tonique, là, si tu l'as sûrement remarqué quand je rappe. Fait que, ça a une grosse influence sur moi. J'aime beaucoup. Tu sais, il faut dire que c'est une scène. On a une belle scène culturelle au Québec, mais elle a moins d'artistes qu'en France, évidemment. Fait que on a plus de choix, on a plus de variété là-bas. OK. Puis tu dis que t'as toujours écouté du rap français. Ça veut dire que même jeune, t'écoutais du rap français? Jeune, ouais. J'écoutais moins du rap quand j'étais jeune. J'écoutais plus genre... De la pop. De la pop, comme tous les jeunes. Là, je veux dire, la tune de Reine des Neiges, là, je veux dire, on est tous passés par là. Mais ouais, fait que c'est pas mal ça. Là. Fait que, mettons, c'est quoi ton premier amour du rap français? Le gars qui t'a fait découvrir ça? Je pense que c'est... C'est qui? Je pense que c'est Romeo Elvis. Ah ouais? Mais là, on va dire c'est du rap belge, là. Ouais, du rap francophone. Ouais, rap francophone. Mais en fait, si on remonte juste rap francophone, c'est Corias. De loin, ça a été lui qui m'a donné le goût comme de faire ça. Puis ensuite, c'est enchaîné avec Karim Ouellet. Je sais pas si je devrais le compter dans le rap. On peut, là, on va dire. Là. Fait Karim Ouellet, Corias, Dedo Bees. OK. Une grosse influence. Puis après ça, j'ai switch vers les rappeurs vraiment France-belge. Puis c'est avec Romeo Elvis que t'as switch pour le rap France-belge? Ouais, c'est ça. Lord Esperanza aussi beaucoup. Romeo, Necfeu. Tous des artistes qui ont comme blow up au moment où je commençais à m'intéresser à ça. Fait ça allait être ça que j'allais écouter eux. Puis qu'est-ce que t'avais l'impression... Avais-tu l'impression que ces musiciens-là apportaient quelque chose de différent à la table que, mettons, le rap keb t'apportait pas? C'est juste deux mondes différents. Mm-hmm. Les Français, ils font certaines choses que les Québécois font pas, puis vice-versa. Fait que, tu sais, en étant né ici, je veux dire, je peux vraiment aller piocher dans ce que j'aime le plus des deux côtés de la scène.
Je trouve qu'au Québec, on est très authentique. Quand je dis authentique, je parle entre autres de rhymes, de coriaces, des artistes qui ont vraiment pas peur de dire les vraies choses. En France, c'est plus de paillettes, on va dire, mais ça reste vraiment départagé. Pour moi, j'aime les deux autant, on va dire. OK. Mais toi, t'as commencé le rap comment? Commencer le rap comment? J'ai commencé avec le beatmaking first. Ah ouais? Ouais, fait que c'est en 2017 que j'ai lancé première fois que j'ai commencé à utiliser FL Studio, qui était mon logiciel. Pour moi, c'était un jeu faire des beats, tu sais. Ah ouais? Ouais, mais le seul souci avec ça, c'est qu'il y avait personne dans mon entourage, j'avais 15 ans, 16 ans, qui voulait poser sur mes instrumentales parce que personne rappait, puis j'étais trop timide pour aller voir les grands noms du rap faire. Tiens, j'ai fait une prod. Fait que, c'est comme ça que j'ai commencé à rapper. Je me suis dit, regarde, s'il y a personne qui veut poser sur mes instrus, je vais le faire moi-même, puis that's it. OK. Puis à quel moment tu t'es dit, OK, j'ai peut-être un talent là-dedans? Shit, ça, c'est venu quand même tard. Parce que, ouais, j'ai dû vraiment comme... Autour de moi, j'avais beaucoup de soutien, mais... Tu montrais déjà ce que tu faisais à tes amis? Ouais, j'ai commencé à montrer ça assez vite, mais c'est le moment où j'ai comme record après plusieurs tracks qui étaient moyennes bonnes. J'en ai record une que j'étais plutôt fier qui s'appelait Voyelle, qui est encore comme sur toutes les plateformes. OK. Ça, c'était Ouais, peut-être pas, là. C'est très vieux, là. C'est, très vieux. Ça fait comme 2 ans. Puis je me rappelle, on était à un party, il y avait tous mes chums, puis j'ai mis la toune. Puis j'ai checké comment il allait réagir, puis tout le monde, c'était comme hypé, tout le monde aimait ça, tout le monde bonzait. Puis j'étais OK, c'est peut-être que j'ai comme un certain potentiel. Fait que c'est là que je me suis dit que j'allais le prendre plus au sérieux. OK. Mais c'est quoi qui t'a attiré dans le beatmaking? Le beatmaking, qu'est-ce qui m'a attiré? En fait, c'est de me débarquer. Je voulais pas, tu sais, comme j'ai dit, j'avais 15-16 ans. Tous les jeunes de mon âge, comme, jouaient à la PlayStation, Xbox, allaient à des parties. Tu sais, c'était cool, là, mais j'avais envie de faire pas comme les autres. Puis je me suis vraiment dit, puis dans ma vie, j'ai toujours plein de projets différents. Puis le beatmaking, ça a été celui qui m'a vraiment start parce que c'était atteignable. C'était pas difficile, c'était juste beaucoup de travail. Mm-hmm. Puis c'était pour me démarquer. Fait que ça a quand même bien marché. Les gens à mon école repostaient mes shit, mes beats. Fait que honnêtement, ça a fait l'effet escompté, là. OK. Puis c'est à quel moment que tu t'es dit, OK, je vais commencer à publier ça sur Instagram, ce que je fais? C'est venu quand même vite. Parce que les gens qui me suivaient avant sur Instagram, puis sur Facebook, puis sur les plateformes, c'était mes amis. Fait que pourquoi je leur montrais pas sur Instagram alors que je leur montre en vrai? Ça revient un peu au même. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à le poster. J'ai commencé à plus l'afficher, que je faisais de la musique, que je faisais voici mes projets, puis j'attendais les retours, puis j'étais très satisfait. Fait que j'ai continué à l'exposer, là. OK. Fait que, admettons, quand tu as commencé à faire des capsules de rap, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, OK, là, il commence à avoir des gens que je connais pas dans mon entourage qui ont commencé à s'intéresser à ça? Ouais. Ben, le début des capsules, c'est ça. Ça a été marqué pas mal par le fait que là, je savais que j'étais suivi par d'autres types de personnes, des personnes que je connaissais pas exactement. Fait que je m'étais dit, regarde, je vais offrir un freestyle à chaque semaine, puis on va voir où est-ce que ça s'en va. C'était vraiment comme un challenge, mais je savais pas d'attente. J'étais vraiment comme, yo, je pose ça, puis on verra bien, là. Mm-hmm. Puis après, ça a super bien marché. Je veux dire, plus en plus de personnes. J'ai commencé à faire des battles sur des pages. Ah ouais, des battles? Des battles de rap, ouais. Ouais. C'est des concours virtuels de rap. Donc, t'envoies une vidéo de toi pendant 1 minute qui rappe, puis tu check où est-ce que ça s'en va. Puis non, ça a bien fonctionné. J'étais content, fait que j'ai continué. OK, puis c'est à quel moment que tu t'es dit, OK, ces concours-là, ils sont accessibles, je pourrais les faire parce que tu pourrais juste faire les choses dans ton coin puis juste te dire, je vais avoir l'attention que je mérite, mais c'est pas forcément instinctif pour tout le monde d'aller dire, OK, je vais le publier partout sur les concours puis je vais essayer de m'arranger pour... Ouais. Ben, quand j'avais des messages, en fait, je veux dire, moi, je carbure au message d'amour. Tu sais, je carbure quand on vient m'écrire comme j'aime beaucoup ta musique, comme c'est fou, j'écoute, ça a changé des trucs dans ma vie, tout ça. C'est là que je me suis dit, OK, là, faut que comment on dit ça? Je m'agrandisse, puis j'essaie d'être chez un autre public. Puis au Québec, nous, on a une page qui fait ça. Là, je parle surtout des réseaux sociaux. On a Rap MTL. C'est la seule page, puis ish, là, en ce moment, comme ça va pas très bien, cette page-là. Ah ouais? Fait que c'est de là qui est venu un peu mon public qui était plus européen, qui était plus français-belge, parce que je faisais des battles seulement sur des concours européens. Ouais. Ben, j'ai vu ça, qu'il y a plein de monde qui
qui sont européens, qui te suivent. À un moment donné, tu avais fait, pendant le confinement, tu faisais des lives où est-ce que tu faisais embarquer des gens pour qu'ils rappent. Ouais. Ça, c'était vraiment cool. Merci. Puis, il y avait tellement de monde de France qui faisait ça. Ouais, ben oui. Les gens, les premiers commentaires que j'avais tout le temps sous ces lives-là, c'était comme « Ah, Fred, il est québécois! Son accent! » Ça me faisait rire parce que, tu sais, je veux dire, ça va de soi, là, je suis québécois, mais les gens, ils s'en rendaient pas compte. Honnêtement, quand j'ai montré ta musique à ma mère, Ouais. parce que ma mère, elle aime bien ce que tu fais, elle aime quand même ta musique. Merci, maman. Puis, Suzanne, merci. Puis, elle m'a juste dit, il est français. Pour les gens qui écoutent, puis qui écoutent ça d'une oreille distraite, ils vont peut-être pas avoir tendance à se rendre compte que t'es québécois. Non, ils s'en rendent pas compte. Je donne pas beaucoup de références à Montréal, je donne à ma ville, au Québec. Plutôt des références françaises. Mm-hmm. Puis- Des références françaises comme quelqu'un qui vivrait en France? Ouais, c'est comme quelqu'un qui... Ouais, on peut dire ça. Ok. Je m'intéresse, tu sais, je veux dire, c'est une belle culture. J'adore la mienne, j'aime aussi celle de France. Fait que- Puis comme mon public vient de là, je veux dire, je m'adapte. Puis j'essaie aussi de rester moi-même, mais tu sais, dans la façon dont j'écris, dans la façon dont je prononce les mots, tout ça, ça n'a rien vraiment de québécois. Là. Fait que je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau. Là. Mm-hmm. Mais parlons d'un autre sujet. Toi, tu as signé avec un label récemment, hein? Ouais, j'ai Tu as signé... même un album qui est sorti maintenant. Yes, il est sorti le 18 septembre. Ouais, j'ai signé avec E47, c'est justement une maison de disques parisienne. OK. Ouais, fait que ça, c'est dirigé par mon producteur principal, c'est Camaro. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Il m'a découvert à cause de mes freestyle capsules sur les réseaux sociaux. Comme quoi, je veux dire, je m'étais dit, je vais faire ça pour le fun, puis finalement, crime. Je veux dire, Camaro m'a vu là, fait que j'étais genre, oh, OK, ça a valu la peine, ça vaut encore la peine que je continue à faire ça. Fait que c'est ça. Puis, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, OK, là, je suis en train de devenir un artiste? Est-ce que tu t'es dit ça? Ben, c'est quoi se dire, je suis en train de devenir un artiste? Non, mais t'es comme, OK, là, on est ailleurs. Là, je suis plus le gars qui enregistrait dans sa chambre pour faire de la musique juste pour le fun. Là, je suis en train de me bâtir quelque chose de gros. Est-ce que c'est là que tu t'es dit ça? Ben, en fait, je le voyais pas vraiment comme ça. Je le voyais plus comme à ma signature, j'ai tourné une page. Comme j'ai dit, OK, c'était vraiment nice. Puis ça se voit dans les styles, dans les styles musicaux, dans mon style d'écriture avant et après comme ma signature. Ça a un peu vraiment tout changé. Genre. OK. J'ai décidé d'y aller vers une autre branche, un autre type de qualité. J'étais moins dans l'exploration, mais plus dans comme mon univers que j'avais désormais trouvé. Je suis encore en recherche, évidemment. T'es en train de le découvrir. Ouais, je suis en train de le découvrir. Mm-hmm. Tu vois, mais là, je suis plus... là, je sais où je m'enligne. OK. Pas précisément, mais je sais. Fait que c'est ça que ça change. OK. Puis, admettons, si on avait à faire un comparatif, admettons, avec ce qui se fait en France, ta direction artistique, ce serait un mélange de quels artistes, admettons? C'est chaud. Je dirais, j'aime beaucoup, mais là, je parle beaucoup de Romeo Elvis, là. OK. Mais j'aime vraiment son univers, là. Mm-hmm. Ce qui dégage, je dirais, quel artiste? Julien Granel, je sais pas si ça vous dit de quoi. C'est qui? C'est un artiste qui est haut en couleur, là. OK. Je veux dire, c'est un peu, c'est mon objectif. C'est vraiment pas mon style de musique, mais c'est beaucoup de couleurs, c'est différentes ambiances. T'sais, moi, je suis là pas pour démontrer des choses, mais plutôt pour vous humblement vous présenter qui je suis, puis vous prendre par la main, vous amener dans mon univers. Puis, fait quoi, je dirais un mix. Karim Ouellet aussi m'a beaucoup inspiré. OK. Dans ses mélodies. Corias dans ses textes, dans son authenticité. Necfeu aussi pour sa plume. Ouais. C'est une plume de fou. Une plume de... T'as-tu écouté son documentaire? Ouais, je l'ai écouté. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est vraiment comme... C'est bon, là. J'ai aimé ça. Il n'y a pas d'autres mots, c'est juste bon, man. Puis quand un artiste comme Necfeu, que tu vois très rarement, tu sais, je rappelle Necfeu, c'est ça, il est plus sur les plateformes, plus sur les réseaux sociaux. Aucunement. Tu connais pas sa vie, là, Necfeu, là. Puis t'entends son album, puis t'es genre... Shit. Ouais. Je connais presque rien de lui, mais d'une certaine façon que je comprends pas vraiment, il me fait vibrer, puis il y a certaines émotions qu'il transmet avec lesquelles je peux me rattacher. C'est ça, exact. Fait quand tu vois le processus, tu comprends vraiment le truc, là. Ouais, puis ce qui est hot, en plus, avec son dernier album, mettons, sur certaines chansons comme Ciel Noir ou De mes cendres, tu vois vraiment qu'il va explorer des univers musicaux très, très différents.
Ouais. Puis ça, c'est malade. Toi, est-ce que ce serait un de tes buts, mettons, d'aller explorer des univers musicaux totalement. différents? Aller chercher dans le jazz, dans d'autres affaires? Ouais, mais moi, je m'arrête pas aux styles musicaux. Tu sais, je veux dire, ça se peut que demain je fasse une tune de trap, puis après ça, je vais faire de la pop, puis après ça, je vais faire du chanson de ukulélé. Je veux dire, j'ai pas vraiment je m'en fous un peu de ça. Ça reste comme mon univers. Puis il est pas caractérisé par c'est quoi le type d'instrument ou ça a une énergie, c'est un vibe qui va rester le même. Puis je suis toujours ouvert à explorer de nouveaux vibes. Comme après cet album-là, je veux dire, je vais aller vers ailleurs. Puis après le prochain album, je vais aller vers ailleurs. Puis tout le temps, je vais évoluer comme ça. OK, donc tu as envie de te renouveler à chaque album. Totalement. T'as pas envie de faire tout le temps la même chose? Non, c'est ça. Non. OK, c'est intéressant. Ouais. Mais mettons un artiste belge, Damso, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais bien Damso. Pas mal de monde connaît ce gars-là. T'as-tu été le voir en show d'ailleurs? Non. Ah, c'était assez cool. Ouais? Non, je pourrais pas témoigner. Mais lui aussi, il se renouvelle à chaque album, je veux dire. Entre Ipséité puis batterie faible, un peu moins, mais entre Ipséité puis Lithopédion, c'est flagrant la différence qu'il y a là-dedans. Il passe d'un rap beaucoup plus rap à plus chanté. C'est ça, ouais. Toi, est-ce que ça t'intéresserait de divaguer un peu plus vers la chanson puis chanter? Parce que il y a certaines chansons où est-ce que tu chantes plus que tu rappes, mais, admettons, Plume, où est-ce que c'est un peu plus chanté que rappé, mais ça reste rappé. Puis l'autre single que tu as sorti après, c'était Attendre, que c'est juste du rap pur. Ouais. Ben, j'aimerais vous dire que tout est prémédité, mais ça l'est vraiment pas. Genre, j'arrive dans une feuille devant mon cellulaire, j'écris. Puis ça donne chanter, ça donne du rap, ça donne rap. Puis je veux dire, moi, je suis pas dans la stratégie, là, je suis pas dans le market. Là, je veux dire, ça, j'ai du monde qui veut travailler avec moi, qui vont s'en occuper. Moi, je veux vraiment me concentrer sur mon contenu. Puis je pense que c'est un peu ça. C'est une richesse d'univers, un peu l'authenticité. Puis la spontanéité. Ouais. Ça se dit-tu? Ouais, ça se dit. Ça se dit, OK. La spontanéité de ce que je fais. Que demain, peut-être que comme j'ai dit, je pourrais te sortir de quoi tu t'attendras pas, puis après ça, je vais retourner dans mes bases. Fait que dire que je vais chanter demain pourrait bien. Je pourrais aussi rapper très vite ou très pas vite. Je sais, honnêtement. En tout cas, fait que voilà, c'est du hasard. OK. Puis, c'était comment faire un album? Parce que j'imagine que quand tu as commencé à faire des beats, tu t'attendais pas à un jour faire un album avec un label, puis à moins que tu t'y attendes. J'ai déjà sorti un album, c'est ça? Ouais. Non, moins officiel, là, il y a 1 an. C'est sûr que faire un album, c'est beaucoup de travail, là. Je veux dire, ça rend fou. Ça peut rendre fou, dépendamment de comment tu le fais. Moi, la première fois que j'ai fait ça, ça a été très difficile psychologiquement, là, parce que j'étais constamment dans mon studio, tu sais, chez moi. Fait que, tu sais, je me déplaçais pas. Je me levais de mon lit, puis il était à côté de mon lit. Fait que, je me réveillais, je faisais ça, je me rendormais, je faisais ça. À un moment donné, tu deviens fou. À un moment donné, tu fais face à des problèmes, page blanche, tu fais face à... Mais en bout de ligne, c'est très gratifiant. Quand ils sortent, t'es comme... Tu peux enfin respirer. Mettons, si t'avais à faire une comparaison entre ton premier album que t'as composé tout seul, puis que t'étais pas avec un label, comparativement maintenant, puis l'album que t'as sorti, c'est quoi les différences? Je suis mieux entouré. OK. Je sais plus où je vais. Je sais plus que ce que je fais va à quelque part me rapporter une certaine gratification, parce que dans le temps, tu sais, mon premier album, pas d'épines, pas de roses, je savais pas qu'est-ce qu'il allait m'apporter, là. Je veux dire, moi c'est mon premier album. Là, je sais qu'en sortant lui, je vais avoir du monde qui vont l'écouter. Tu sais, je m'en fous enfin, pas je m'en fous, mais qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, je vais être content. Mais au moins, il y aura du monde pour la faire vivre, tu vois. Puis le plus important pour moi, c'est de susciter une émotion, là. Je veux dire, c'est le but un peu de chaque artiste. J'aimerais ça te faire pleurer, j'aimerais ça te mettre en colère, puis je sais qu'au prochain album, il y aura du monde qui vont être là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en penser, mais ils vont être là. Tu sais pas si ça va être le même public que maintenant, mais ils vont être là. C'est ça, ouais, ils vont être là. Comment est-ce que tu adresses le problème d'une page vierge? Comment est-ce que tu te débrouilles pour gérer ce problème-là? OK. Il faut que je vive des trucs. C'est vraiment ça. Comme ça m'est arrivé à plusieurs moments durant l'album de me ramasser, man. J'avais plus de mélodie, j'avais plus de lyrics, j'avais plus de prod, j'avais plus rien, là. Puis tu sais, j'avais du temps. C'est ça le plus frustrant, c'est que tu manques du temps là, quand t'es sur des bonnes pistes. Puis à un moment donné, t'as trop de temps, puis là, tu sais
plus où le prendre, de quel côté prendre la chose. Fait que tu t'en vas vivre des trucs, tu t'en vas avec tes amis, tu t'en vas avec tes parents, de la famille, n'importe où. Je me rappelle, moi, souvent j'allais marcher beaucoup, mais fallait pas que je marche au même endroit. Fallait que je marche à des endroits différents, fallait que je vois des trucs différents pour après ça dire des trucs différents dans mes chansons. OK. Fait que toi, la quarantaine puis l'isolement, est-ce que ça t'a aidé ou ça t'a nuit dans ce cas-là? Ben ça... Musicalement, parce que émotivement, c'est une autre game. Je sais pas. Musicalement, j'ai été beaucoup inspiré. Ah ouais? Mais tu sais, le confinement, on dit c'est rien passé, mais il s'est passé tellement de choses. Même si on restait dans notre chambre, dans notre salon à juste regarder des revues, il se passait plein de choses. Là. On a tous testé nos limites dans le confinement. Là. Fait que, tu sais, ben oui, être tout seul comme ça ou être avec les mêmes personnes non-stop, tu testes. Là. Fait que ouais, j'ai été inspiré musicalement, on peut dire ça. Là. OK. Fait que, mettons, ça a été bénéfique pour toi d'avoir un confinement. Ça t'a permis de te concentrer un peu plus sur tes affaires? Musicalement, ouais. Okay. Je pourrais pas dire autant de psychologiquement, là, mais ouais, musicalement. Ouais, ça a été rough psychologiquement pour tout le monde. Puis est-ce que tu as l'impression que cette sensation-là, qui n'était pas agréable psychologiquement, ça se ressent dans tes textes? Quelques chansons, ouais. Ah donc, ouais? dans l'album, il y a le titre Fou, justement. OK. Ou, comme j'ai déjà expliqué, je veux dire, c'est Fou, c'est un titre qui était comme à l'apogée, genre, de ma folie, entre guillemets. Je veux dire, j'étais pas fou, là, mais tu sais, j'étais à bout de bras. Tes parents ont barré la porte. On laisse ça dans sa chambre. Non, mais franchement, j'étais à bout, là. Ah ouais? J'étais tanné, fait que c'est comme ça fait du bien de crier dans un micro ce que tu ressens, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est comme ça que Né est fou, entre autres. L'album est pas... quand on enregistre cet épisode, l'album n'est pas encore sorti. Peux-tu plus me parler de cette chanson-là? De quoi ça parle? Fou, c'est une chanson qui a vraiment été enregistrée rapidement. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a pris, je sais pas, 1 heure pour écrire puis pour enregistrer. Là. Mm-hmm. Puis après ça, on a changé d'instrumental plusieurs fois parce qu'on avait des soucis de licence. Fait que Fou, c'est vraiment une tune qui a passé par plein de phases, on peut dire. Là. Okay. Je veux dire, c'est première instrumentale, c'est un petit truc guitare tranquille. Deuxième, c'était genre un truc trap. Troisième, c'était un... Puis là, on est sur la troisième. Là, c'est une genre de guitare espagnole, tu sais. OK. Mais ouais, ça parlait vraiment de ma détresse, on va dire. OK. Je comprends ça. Mais bon. Puis, c'est quoi les étapes pour créer une chanson? OK. Les étapes pour créer une chanson. En premier, on crée la top line. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc, je crée la mélodie, en fait, du refrain. Souvent du refrain. Tu composes encore tes mélodies? Mais en fait, je parle là de voix. Là je prends pour acquis qu'on a l'instrumental. OK. Parce que dans le temps, j'en faisais, là, j'en fais moins. Ensuite de ça, je vais mettre des mots à cette mélodie-là. OK. Puis une fois que je suis sûr que le refrain est catchy, qu'il est top, là, j'écris les verses. Puis là, c'est vraiment comme là où la créativité est le plus là. Parce que tu sais que t'as un bon refrain. Quand tu sais que t'as un bon refrain, Comment tu sais que t'as un bon refrain? Tu le sais parce que tu viens de le record, tu t'en vas chercher genre de l'eau en bas puis tu le fredonnes. Là. Genre, c'est rentré dans ta tête, c'est un bon refrain, tu le sais tout de suite. Là. En général, les meilleurs refrains, c'est le plus simple. Là. Ouais. Fait que ouais, ça se sent. Puis après ça, les verses, man, tu peux te lâcher lousse quand tu sais que t'as le bon refrain. OK. Fait que moi, c'est ma partie préférée. Ah ouais? Faire les verses? Ouais, faire les verses. J'ai plus le souci de la mélodie, du moins un peu moins. Puis là, je dis pas que je néglige mes verses, mais je suis plus libre. OK. Je comprends ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est quel refrain que tu t'es dit... C'est quoi le premier refrain que tu t'es dit, OK, là, j'ai quelque chose de bon? Premier refrain... Ça s'est passé beaucoup dans les capsules. Ah ouais? Dans les capsules, je savais que j'avais 1 minute pour conquérir les auditeurs, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, sur Instagram, sur Facebook, tu scrolls vite, là. Ouais. Fait que là j'ai fait les trucs les plus catchy là, que je pouvais faire. Puis c'est vraiment, comme je pourrais pas dire laquelle, là, mais c'est dans l'ensemble des capsules, des freestyles que j'ai compris un peu. J'avais fait les plus catchy que je pouvais. Là. OK. Puis même maintenant que l'album est sorti, t'as continué, en fait, tu le fais moins, mais t'as continué à faire des capsules. Est-ce que tu comptes continuer à faire ça très longtemps? Yes, c'est ma signature au Québec.
Tu sais, il y en a pas des rappers qui font des freestyles à chaque semaine. Mais en France, est-ce qu'il y a ça aussi? En France, il y en a beaucoup. Ah ouais? Ouais, Ok. en France, c'est les concours qui ont start ça. OK. Puis non, il y en a pas beaucoup ici, là. Fait que je me dis pourquoi pas. Puis ça entretient le public, ça entretient les gens à donner leur avis, à s'attacher, je veux dire, à ma musique, puis tout. Puis au moment des gros releases, comme un album, comme single, etc., ben là, il y a du monde. Mhm. Fait que ouais, je pense que je vais continuer encore un peu. Hey, by the way, man, faut que je te félicite pour ta. Je sais que c'est pas voulu, mais ta stratégie pour séduire le public, c'est tellement brillant. Admettons, Merci beaucoup. pour Plume, c'est tellement brillant. Ou pour Sarah Concassé, ça, c'est fucking smart de faire des capsules puis ensuite dire, OK, c'est ça que les gens aiment, on va leur faire plaisir. C'est tellement brillant comme idée. Ben merci beaucoup. Mais c'est juste que, comme tu l'as dit, c'était pas prévu, mais quand tu vois qu'un freestyle sur un réseau social fait comme 20-30 000 vues, un freestyle, là, alors que t'as comme 3 000 abonnés, là, Ouais. je veux dire, t'es genre, OK, je dois en faire un son. Puis tu sais, ça va de soi, là. Je m'envoie pas de fleurs, là. Je veux dire, je pense qu'on aurait tout fait de même, là. Ouais, c'est parce que c'est pas pour rien que t'as 20 000 vues aussi sur certaines capsules. Puis Merci. c'est comme. C'est juste des amis qui partageaient ça sur leur story. Puis j'étais juste comme, OK, wow, ce gars-là est hot. Ouais, j'ai un gros soutien de mes amis, de ma famille. Puis Ouais. T'as-tu hâte de faire un show en vrai pour voir vraiment toute ta fanbase? ouais, j'ai hâte. Mais je suis un peu rouillé, là, mais j'ai hâte. Puis toi, ton lancement d'album, il va-tu avoir un show? C'est ça, il va y avoir un show virtuel. Fait que le 18 septembre, bon là, vous l'avez sûrement manqué ou déjà écouté. Mais ouais, fait que ça va être un show qui va être entièrement... Qui est en fait vraiment un show où j'explique c'est quoi l'album, c'est quoi chaque chanson. Tu sais, il y aura presque autant de temps de chansons que de temps de simplement parlage. Ouais. Fait que ouais, j'ai bien hâte. Ça va être cool. J'espère que je vais vous y avoir vu. OK. Puis toi, as-tu déjà fait des gros shows, des shows, juste des shows devant un public? Pas beaucoup. Ah non? Moi, j'ai commencé à apprendre la musique pour de vrai dans le confinement. Fait que OK. j'ai fait 2-3 scènes avant, là, mais c'était pas des... Fait que tu ne sais pas encore si tu préfères la scène ou le studio à date? Ouais, je sais pas. J'ai hâte de voir. OK. Mais j'aime bien le studio. Mhm. Est-ce que je vais autant aimer la scène? On verra. Puis toi, est-ce que tu as déjà un historique avec la scène? As-tu déjà fait du théâtre, du cinéma, plein de choses comme ça? Ouais, je faisais du cirque quand j'étais jeune. Ah ouais? Ouais. Fait Comment que, ça? Ben, je sais pas. J'avais rien à faire. Je voulais me démarquer, je pense. Fait que j'ai pris des cours de cirque, là. Fait qu'on faisait des petits spectacles dans les spectacles de talent de nos écoles primaires, là. Mhm. Puis, fait que j'ai fait ça. J'ai fait aussi du théâtre quand j'étais plus jeune. Mais sinon, non, j'ai pas trop d'expérience avec la scène. OK, c'est vraiment un mystère. Mais Vas-y, va. j'ai l'impression que la musique française a eu une émergence au Québec à un moment donné. À un moment donné, tout le monde s'est mis à écouter du rap français. Toi, est-ce que tu as eu cette impression-là? Quand Ben, les dans gars mon comme cer- Nekfeu, Damso, quand tous ces gars-là ont commencé à vraiment popper, Ouais. j'ai l'impression que le rap français est arrivé au Canada. Ouais, ben j'ai plus l'impression, en tout cas moi, dans mes proches et tout, c'est pas le rap français qui a popé, c'est le rap US qui a décliné, je pense. Ok. Au Québec, moi ça c'est ce que j'ai remarqué, là. OK. Vraiment, c'est que, bon, les grands artistes de US, ils continuent à faire leur truc, ils continuent, mais je sais pas, il y a eu en même temps Damso, Nekfeu qui ont traversé l'océan puis qui sont venus séduire les gens d'ici, puis du moins les francophones, parce qu'on s'entend que anglophone c'est mort, là, ils écoutent pas du français. Ben, il y en a qui écoutent du français. Ah ouais? Ben, c'est comme les gens qui parlent pas espagnol, qui écoutent des musiques espagnoles. Ouais, mais ça se peut. Mais Ouais. tu me l'apprends, là. Ouais. Fait que non, c'est ça. Fait que je pense que. Ouais. Moi, j'ai remarqué auprès de mes amis. Moi, j'écoutais ça comme. J'ai écouté ça assez vite du rap français pur, là, mais mes amis me suivaient pas là-dedans. Puis à un moment donné, comme ils ont tout embarqué. Puis. Ah ouais? T'en Ouais. écoutais avant eux? Ouais, on peut dire ça, là. Désolé, les boys. Là. C'est moi qui le start, ça. Mais. Ouais. Tu peux continuer. Non, vas-y, j'avais fini. Tantôt, tu as parlé à quel point tu aimais beaucoup Romeo Elvis. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est quoi ton opinion sur ce qui se passe avec Romeo? C'est tough de l'aimer maintenant, là. Ah ouais? Ouais, ben. Tu
sais, Roméo, je veux dire, c'est qu'il est pas. C'est surprenant. C'est juste moi aussi, surprenant. je m'y attendais pas à ça. Ouais, c'est ça. Je veux dire, t'apprends ça, ses excuses étaient quand même très, très bof, là. C'était pas très C'est cool. quoi ces excuses? J'ai pas vu les excuses qu'il a portées. Ben, tu sais, il a dit je m'excuse, j'avais comme mes mains où qu'il fallait pas, mais j'ai arrêté quand j'ai compris qu'elle voulait pas. Puis, tu sais, ça avait pas l'air trop d'excuses. Ça avait l'air de comme un genre de oui, mais j'ai pas fait exprès. Genre, ça ressemble à ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, au Québec, ça aurait jamais passé, là. Mais surtout là-bas... ces temps-ci, surtout maintenant, avec, Ben avec la grosse vague qu'il y a eu. Ben oui. Si c'était sorti, admettons, si Loud avait été pogné là-dedans, man, il serait fait. Il y aurait eu du monde qui aurait boycotté sa musique, sûr. personne n'aurait. Ben, tout le monde aurait boycotté sa musique, tu sais. Lui, il sort un film, Roméo, là. Ah ouais? Là, je sais pas, ben, il est acteur, là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ce film-là, là. Mm-hmm. Mais non, c'est ça, je trouve ça triste parce que je l'aime beaucoup, mais en même temps, je veux dire... Tu penses que c'est quoi la réaction qui est correcte pour ça? Penses-tu que la bonne réaction, ce serait de boycotter sa musique? Ou penses-tu que ce serait de continuer à consommer son art sans... Ben moi, faisant abstraction de lui, de ce qu'il a fait? Ouais, ben tu sais, on dit souvent qu'il faut détacher... Il y en a qui se battent pour comme ça. Faut détacher l'artiste de la personne. L'artiste de l'art, ouais. L'artiste de l'art. Non, en tout cas... T'as compris? Ouais. Mais tu sais, je veux dire, quand t'écoutes la musique de l'artiste, tu fais de l'argent à la personne. Là. C'est certain, là. Je veux dire, si je lui donne un vu, je lui donne 0, mais je lui donne quand même de l'argent. Mm-hmm. Puis je veux pas encourager. Puis le meilleur truc pour qu'ils se rendent compte, parce que la célébrité puis la notoriété, c'est pas un droit, c'est un privilège. Ouais, c'est vrai, ça. Donc quand ils arrivent, puis là, leur vie s'écroule à cause de ça. Il y a eu plusieurs personnes que leur vie s'est écroulée, là, Julien Lacroix, etc., tout eux, là. Tu sais, sont tous un peu comme... Les gens qui les défendent répondent « Ouais, mais vous devriez pas lui faire ça, comme il a tellement travaillé pour ça. » Mais non, man. Être une vedette, c'est un privilège, là. Ouais, puis surtout les excuses, admettons, de Julien qui a dit « J'ai travaillé toute ma vie pour ça. J'en reviens pas que le résultat de tous mes efforts soit anéanti par ça. » Ben oui, ben c'est ça. Puis tu vas prendre ta petite mallette, tu vas aller travailler dans un job comme tout le monde, là, si t'es pas capable. Tu penses pas qu'on pourrait le pardonner ou les pardonner? C'est chaud un peu. Pour être honnête, ça dépend. Je veux dire, si on comprend qu'un certain artiste... Mais moi, si j'étais proche de lui, je lui pardonnerais seulement si je saurais qu'il est mieux. Si je savais, pardon, qu'il est mieux, puis que c'était une erreur qui est arrivée une fois, qu'il pense pas comme ça. Mais après, même s'il est plus comme ça, en tant qu'artiste, il devrait plus avoir autant de notoriété parce qu'il a fait preuve qu'il pouvait pas bien l'utiliser. Mais mettons, je pense que ça varie vraiment. Mettons, Marie-Pierre, j'ai l'impression que ça va y prendre moins de temps pour intégrer la sphère publique que Julien Lacroix. C'est juste que ça va être pas mal plus short. On va être pas mal moins... passif s'il se passe quelque chose qui laisse à désirer comme comportement. Ouais, ben c'est sûr que Marie-Pierre, les accusations étaient un peu différentes aussi de celles de Julien. Ouais. C'est une grosse différence. Mais n'empêche qu'elle va avoir son temps sans... Elle va se faire retirer elle s'est fait retirer ses contrats. Elle va avoir son temps sans showbiz, mais je pense qu'elle va peut-être réintégrer, un peu comme Joël Legendre le fait. Je veux dire. Ouais, j'allais en parler, mais c'est... Joël Legendre, tu vois, on n'entend pas tant parler de lui. Là. Ben, il est de retour quand même. Puis je veux dire, sa carrière, c'est peut-être juste parce que j'étais moins intéressé à tout ce qui était le showbiz québécois. J'avais juste 13 ans, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas un huge star comme, mettons, Julien Lacroix l'était quand il est tombé puis qu'il s'est fait prendre dans son scandale. Ouais. Fait que remonter cette pente-là, ça a été plus facile que, mettons... C'est drôle parce que il y a eu Joël, puis à peu près en même temps, il y a eu Salvaire Roson, je pense. Ouais. Dans la même période de temps. Puis là, il y a Marie-Pierre, puis une couple de temps après, il y a Julien. Puis c'est comme deux exemples de deux situations qui sont pas du même niveau, j'ai l'impression. Ouais. Mettons, Éric Salvaire, je pense pas qu'on va le revoir, puis c'est tant mieux. Non, parce que c'est ce qu'il a sûr, fait, ben oui. C'est dégueulasse. Non, ça, c'est certain. Là, je veux dire, mais, tu sais, Julien Lacroix, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va... Tu sais, il tombe de haut, là. C'est ça l'affaire, là. Ouais, il tombe de crissement haut. Oh, ouais, super haut. Il était en nomination pour l'Olivier de l'année, je veux dire. Ben oui, tout le monde le connaissait.
Fait que rendu là, quand tu tombes d'aussi haut, c'est juste psychologiquement, est-ce que toi, tu vas être capable de vouloir faire la scène après t'être fait insulter, après tu sais, c'est mérité, là. Je veux dire qu'il se fasse insulter, mais est-ce que tu vas être capable? Puis après, est-ce que les gens vont être capables à te pardonner? Parce que je veux bien croire qu'il y aura une ou deux personnes qui vont être comme, qui vont te supporter malgré tout, mais... Ouais, il y a des groupes de support pour Julien Lacroix. Ouais, totalement. C'est pas grave, man. On des aime pages pareil, Facebook, ouais. Ce qu'il raconte, c'est pas vrai. Alors que tu regardes ça, t'es comme, mais... Attends, what? Genre, Ouais, si c'était c'est pas ta des fille... fake news, si c'était ta fille, exactement. Est-ce que vraiment tu défendrais Julien Lacroix? Je veux dire... Même si te fait rire, si c'était ta fille qui avait été touchée par les agressions qu'il a fait, man, je pense pas que tu Ah non, c'est sûr. défendrais ce gars-là. Certain que non. Puis comment est-ce que tu réagis au fait que il y a du monde qui ont commencé à bâcher sur Angèle à cause que Roméo... Ben, ça, c'est con aussi. Moi, j'ai là, pas compris pourquoi. C'est quoi qui s'est passé? C'est qu'il y a toujours du monde qui vont trouver comme la phrase drôle pour faire le top com, genre. Puis là, ça s'enflamme des fois un peu trop. Mais tu sais, Angèle, c'est une... Tu sais, elle a fait une chanson, c'est Balance ton mec, là, puis... Non, Balance ton quoi? Ouais, balance ton quoi. C'est pas Balance ton mec, pardon. Puis tu sais, je veux dire... Ça n'a aucun rapport avec Angèle. C'est juste que les gens ont peut-être présumé qu'Angèle le savait, puis ils lui ont prêté des intentions alors que... Parce que j'avais lu qu'elle avait dit, écoute, il n'y a pas de preuve que ça a été... qu'elle a continué à faire la présomption d'innocence. Elle a dit, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, mon frère est innocent, je pense. C'est peut-être ça. OK, ça se peut. Ça se pourrait, puis je comprendrais ça, parce que comment est-ce que tu réagis quand un membre de ta famille est visé par des accusations comme ça? C'est difficile. C'est ça, c'est... Honnêtement, je sais pas. Moi, faudrait l'avoir vécu, mais je le souhaite pas, là. Ouais. Mais I guess qu'elle doit se sentir un peu trahie parce que, je veux dire, quand tu viens de cette famille-là, bon, c'est quand même deux grosses vedettes. Angèle s'est fait tirer des couteaux en pleine dents par plein de personnes, puis elle a perdu des fans, elle a perdu... Ah ouais? Ben oui, évidemment, parce que tu regardes Roméo, c'est son frère, ah ouais, mais Angèle, c'est sa sœur, donc c'est pas mieux, tu sais, je veux dire. J'ai lu ça ce matin, tu sais, si on est capable de détacher l'artiste de son art, alors pourquoi on détache pas sa sœur, là? Je veux dire, on s'entend que ça va loin, là. Mm-hmm. C'est que tu vas-tu blâmer mes parents si je fais quelque chose de mal, là? Mm-hmm. Je veux dire, les deux sont vieux, ils sont conscients de ce qu'ils font, là, individuellement. Fait que toi, qu'est-ce que tu vas faire avec l'art de Roméo? Est-ce que tu vas arrêter de l'écouter? Prendre un petit break. Ah ouais? Pour l'instant, puis je vais checker s'il manque autant, là. Je te comprends. Puis tantôt dans le char, parce que je t'ai lifté, t'as parlé de Montréal à Squad. Peux-tu me réexpliquer ce qui s'est passé? Parce que... Ben, beaucoup de déclarations. C'est intense tout ce qui est arrivé à ce gars-là, puis à quel point il s'est fait accuser énormément. Mais c'est... Qu'est-ce qui est arrivé pour les gens qui connaissent pas ce gars-là? Ben moi, la Squad, c'est un rappeur de France, puis il a été accusé de plusieurs trucs, là, de... Comment on appelle ça? Séquestration des femmes qui côtoyaient, qui fréquentaient, qui a décidé de séquestrer, de battre, de... Je sais pas si c'est allé jusqu'au viol, ça. Faudrait que je regarde mes sources, là. C'est tout le temps sur le biais de story, Fait que c'est plus ou moins fiable tout le temps, là. Mais en tout cas, fait que c'est un big thing, là. Mm-hmm. C'est à l'heure où on parle de ça, là, je veux dire, il sort son album bientôt. Je pense le 18 aussi, si je me trompe pas, ou alors c'est avant, ou alors c'est après. Mais... Fallait qu'il chute pour que tu sortes ton album, puis que le timing soit parfait. Les chances sont de mon bord. Mais toi, comment est-ce que tu réagis à voir autant d'artistes se faire accuser? Est-ce que tu as l'impression que tu te sens trahi? Mais moi, j'ai juste l'impression que il y a tellement plus de personnes que je pensais. Tu sais, les artistes, là, tu sais, je veux dire, il y a certains de ces artistes-là que, artiste ou pas artiste, ils auraient fait ces actes-là. Là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le temps un abus de notoriété, c'est des fois juste vraiment un gars qui est trop confiant, qui sort d'un bar puis qui fait ça. Puis, fait que moi, ça me décourage vraiment parce que si ces artistes-là sont accusés parce que c'est des artistes, j'imagine pas dans la population comme qui a fait ça, mais qui est pas nécessairement accusé parce que c'est pas des grosses personnalités. Ouais. Fait que ça m'inquiète, là, ça me désole aussi, ça fait de la place en même temps là, sur la scène, mais c'est pas... disons que c'est pas le genre de place qu'on voudrait, là. Ouais. Puis il y a un artiste ben pas un artiste, mais il y a un groupe qui a été touché par cette vague-là.
pas le groupe au complet, mais un des membres d'un groupe. Jeune Bambou? Puis, ouais. Puis ça m'a décalissé, man. Je me disais, ma génération, on est relativement conscient. Je veux dire, on se fait parler de consentement depuis tellement longtemps. Puis on se fait tellement dire à quel point c'est important. Puis j'ai de la misère à croire que même avec tout ça, il y a certaines personnes qui finissent par commettre des actes comme ça. Ça me décalisse de penser ça. Ouais, non, c'est sûr. Parce que là, tu dis, l'éducation a pas fait de son mieux, mais a fait quand même beaucoup d'efforts pour présenter aux garçons puis aux filles c'est quoi le principe du consentement. Mais selon moi, c'est quand même pas... L'éducation a pas fait assez encore d'efforts. Ouais, non, mais on fait jamais assez. Non, c'est ça, mais on fait jamais assez. Je veux dire, ce qu'il faudrait, c'est des cours de sexualité puis that's it, là. On en a pas, on en a une fois par année quand on est au secondaire. Ah ouais? Ça fait longtemps que je quittais le secondaire, vous en aviez... Ouais, moi j'en avais, je veux dire. Mais c'était minime, là. Puis, à quelque part, je veux dire, je veux pas blâmer le système, là. C'est pas le problème, c'est pas le système, c'est les personnes. Mais les personnes, faut qu'ils sachent, puis je pense qu'on peut réduire ce nombre de conduites si seulement les gars savaient, et filles, là, savaient ce qui était correct et ce qui l'était pas. Parce que mais la ligne entre ce qui est correct et ce qui est pas correct est pas fine, mais je veux dire, elle est floue par moment. Elle est floue, mais tu sais, plus on a de connaissances, plus on comprend la femme, plus la femme comprend l'homme, puis les autres sexes, là, je veux dire. Plus on est conscient de ce qu'on fait. Puis... Penses-tu que le fait que les gars comprennent un peu moins comment certaines filles pensent, c'est parce qu'il y a un manque de représentation de la femme en général sur la sphère publique? Je pense que... Ouais, peut-être. Okay. Moi, je pourrais pas me prononcer là-dessus. Tu pourrais pas te prononcer? Je veux dire, moi, personnellement, je pense peut-être que c'est parce que les gars, on connaît mieux les gars que les filles. En effet. Les filles connaissent mieux les filles que les gars. Ouais. Mais c'est un peu primaire de dire ça, là. Je veux dire, je pense qu'on est rendu tout assez adultes, matures avec tout ce qui s'est passé pour savoir vraiment là, que le sexe change rien. Là. Mais en tout cas, c'est pas mal tout pour ma réponse. Ouais. Mais parlant de sexe, c'est une bonne amorce. T'as-tu l'impression que des fois, parler de sexe, c'est nécessaire dans un monde qu'est le hip-hop? Je pour pense... vendre? Pour vendre? Non, vraiment pas. Okay. Au contraire, si tu veux pas passer dans les radios, on parle de sexe. Là. Ouais, c'est sûr. Je veux dire... t'allais dire de quoi? En dehors même de vendre, juste, t'as-tu l'impression que les sujets du sexe, de la drogue puis de l'argent, c'est un peu révolu comme sujet dans le hip-hop? T'as-tu l'impression que... Ouais. Parce que c'est encore le cas. Il y a encore beaucoup d'artistes qui parlent de ça. Puis ils sont pas sur le déclin. Niska, il est pas sur le déclin. Puis non, c'est sûr. Mais il y aura toujours un public pour ça. Là. Il y a toujours du monde. Puis même, moi, je suis un public pour ça quand je reviens de soirée ou quand je suis en soirée. Mais on s'entend que le rap se diversifie. L'univers du hip-hop, je veux dire, il prend plein de branches différentes. Puis c'est sûr qu'en prenant plein de branches différentes, il y a moins de place pour chaque branche. Ouais. Fait que parler de sexe, parler de drogue, parler d'argent, je veux dire... C'est un peu dépassé, tu vois. Les gens, c'est plus nécessairement ce qu'ils veulent. Après, il y en a qui aiment ça, là. Je veux dire, il faut des artistes qui parlent de ça, sinon ça met pas en valeur les artistes qui parlent pas de ça. Mais je pense, à mon égard, moi je ferais pas ça. J'ai jamais fait ça. Okay. Puis je pense pas, je vois pas le besoin de montrer que je suis le meilleur dans la vie, que j'ai plein d'argent ou que j'ai des bitches. Je veux dire, ça n'a pas nécessairement sa place dans mon univers. Il y en a d'autres qui ça va être le cas. Fait. C'est ça l'art, là, je veux dire. On fait ce qu'on veut, puis that's it, là. Il y a beaucoup d'artistes qui sont pas totalement fiers. Mettons, si on sort de la scène hip-hop, mettons, on prend Radiohead, leur tune la plus connue, c'est Creep. Puis ça représente vraiment pas leur musique. Puis ils sont moyennement fiers, j'imagine, d'avoir composé cette chanson-là, parce que leur tune la plus connue, ça représente pas du tout leur musique. Toi, c'est quoi ton rapport avec ta propre musique? Quand, mettons, quelqu'un met ta musique en soirée, est-ce que t'es content ou est-ce que t'as un peu honte de ça? Non, mais quand on dit on met du Fred, on met Plume, tu sais. Okay. Je veux dire, c'est elle que les gens écoutent pour l'instant. Là, je vous répète, on est avant l'album. Puis tu sais, je veux dire, puis avant ça, c'était Insomnie. C'était les tunes les plus populaires parce que, évidemment, je veux dire, c'est eux que les gens écoutent, c'est eux qui rentrent plus dans les oreilles. Puis des fois, c'est sûr que c'est un peu décevant de travailler des chansons tellement plus que, exemple, Plume. OK. Puis quelle chanson a été plus travaillée que Plume, par exemple? Toutes. Toutes? Ah ouais? Toutes. Je veux dire, toutes les autres tunes de l'album, c'est des chansons qui
qui sont plus travaillées, qui sont souvent plus profondes. Je vais pas bâcher Plume, je veux dire, c'est... non, mais T'es quand même fier d'avoir fait. Ouais, je suis fier, puis je suis content que ça ait marché parce que c'est une branche que j'aime beaucoup. Mais je suis toujours un peu, exemple, déçu de voir que les gens, ils veulent avoir ça, puis ils veulent pas nécessairement que je me renouvelle, ils veulent vraiment avoir ce type-là, puis that's it. Puis voilà, fait que ça laisse moins de place à vraiment comme... Tu sais, je m'y attends. Maintenant, je sais que si je fais une tune qui fait plus de 4 minutes, j'aurai moins de vues. Si je fais une tune qui a pas un refrain, j'aurai moins de vues. Si je fais une tune qui a un refrain, mais qui est moins percutant, j'aurai moins de vues. Fait que c'est... Ben, ça vient avec, je veux dire, c'est... Puis comment tu gères à être confronté à tous ces algorithmes-là? Si tu fais pas de refrain, t'es fuck. Si ça fait plus de 4 minutes, est-ce que t'es comme fuck, man, faut que je me cloître dans une espèce de... Ouais. Dans des contraintes qui me font chier? T'as-tu cette impression-là? Ouais, j'ai cette impression-là, mais j'aime ça rêver au moment où que peut-être, en tout cas, si ce moment-là arrive, c'est tant mieux, mais au moment que je vais plus avoir besoin, exemple, que mes fans vont écouter impérativement ce que je vais sortir, puis que je vais pouvoir vraiment m'adonner à des trucs comme sans contrainte de temps, sans contrainte de tout, là. Okay. Fait que pour l'instant, je le fais parce que je dois le faire, mais je travaille des trucs sur le côté qui espèrent aussi, qui sortent du lot, qui sortent des sentiers battus. Fait on verra bien où ça se rend. On verra bien s'il y aura du monde pour les écouter, ces chansons-là. La tune la plus récente qui est sortie, à ce jour, c'est Personne ne touche le ciel. Ça ressemble beaucoup à Plume, en fait, avec la guitare. J'ai l'impression vraiment que les tunes qui ont le plus pogné, c'est legit les chansons avec de la guitare. Ouais, ben ça c'est mon univers, tu vois. Ouais. Ça, c'est dans l'album, donnez-moi une chanson autre qu'à attendre qu'il n'y a pas de guitare, là, je veux dire. Ah ouais? J'ai pas calculé, là, clairement, que tout le monde va en trouver, mais comme... Mais honnêtement, c'est guitare, ukulélé, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me représente. C'est ce qui me marche. Je veux dire, je m'identifie à ça. Les gens s'identifient à ça aussi quand ils pensent à moi. Fait que voilà, c'est guitare all the way. Puis toi, tu as commencé à faire de la musique. Est-ce que c'était en faisant du beatmaking ou tu jouais déjà de la guitare? Je commençais avec guitare. Ah ouais? That's it. Okay. D'où les cordes se présentent ouais, je comprends. dans l'album. Mais ouais. Fait que j'ai commencé guitare 1 an et demi, 2 ans avant. OK. T'en joues-tu encore? Ouais. Mais j'en joue plus, mais je sais toujours comment jouer, là. OK. Puis est-ce que t'as le goût que ce soit toi qui joues de la guitare sur certaines de tes tunes? Admettons, si tu fais un show, tu sors une guitare, ouais. Pas que tu fasses une Lil Wayne puis que tu fasses un solo dégueulasse comme sur Lollipop qu'il a fait, mais admettons, tu sortes une guitare puis tu commences à jouer. Je suis trop rouillé, je pense. Mais mec, je me déroule, là. Ouais. Voilà, sortir. Moi, je vais apprendre le ukulélé. Ouais. Parce que c'est quand même présent sur au moins 3 titres de l'album. Lesquels? Je me dis Plume, C'est l'été. OK. Et puis, je m'en rappelle plus l'autre. Ça se peut qu'il y en ait juste 2. Mais, en tout cas, ça revient souvent là, dans mes beats, dans mes instrumentales. Fait je veux apprendre, ouais. Mais toi, mettons, une chanson que les gens sont pas prêts à entendre. Une chanson, pas pour sortir une expression française, mais vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts? C'est qui est pas prêt? Une chanson de ton album qui sont pas prêts. Dans le sens qu'elle est trop bonne? Ouais, qu'elle est trop bonne ou qu'elle sort vraiment du cadre habituel, que t'as vraiment essayé de pousser les boundaries. All Likes Fumé. Ah ouais? Ouais, ça c'est... Comment tu dis ça? Alors c'est... J'ai pas bien entendu. Ola. OK. X Fumé. OK, comment ça? C'est un mash-up. Ces 2 chansons, c'est comme ça sont cassées dans le fond. Puis c'est une tune, c'est une chanson, vous allez la découvrir vous-même là, quand... J'espère que vous l'aurez découvert avant ce podcast. Mais ouais, c'est très, très trap au début. OK. Je fais jamais ça, là, comme vraiment le classique trap français, mais c'est une parodie, dans le fond, de ce qui est de dire un peu n'importe quoi dans un micro. Puis ensuite, ça, je reprends avec un autre titre qui va venir expliquer implicitement, ça se dit. En tout cas, le but de la première chanson. Puis musicalement, la deuxième partie, c'est comment? Est-ce que c'est très trap ou est-ce que c'est... Ah non, c'est doux. C'est doux? C'est guitare, c'est... OK, comme d'habitude. C'est petit... Ah oui. Du comfort food. Douceur. Oh, ouais. Mais elle est différente. Ouais. Malgré, comme, les 2 beats sont vraiment différents. OK. Mais, ah oui, c'est petite douceur. Là. J'ai hâte d'entendre ça. Puis, tu parles de trap, mais admettons, attendre. Je sais que t'as fait un clip qui a été tourné vraiment pas loin. C'est comment tourner un clip? Juste ici. Tourner un clip, c'est des grosses journées. Ah ouais? C'est des grosses... Mais c'est le fun, là.
Je veux dire, c'est le moment où tu fais vivre ta musique là, le temps de quelques heures. C'est toi qui décides la direction, puis tu dis, OK, j'aimerais avoir ce plan-là, j'aimerais ça avoir cette esthétique-là. Non. Moi, j'arrive là, j'avoue que je dois tout le crédit à 16 Pad. D'ailleurs, très, très bon réalisateur. Ouais, Charlotte à lui. Mais c'est ça, 16 Pad, lui, il a des idées de fou, puis il arrive avec Alexis, son associé, puis on me dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, où qu'on s'en va, puis moi, je fais juste jouer mes trucs, puis that's it. OK. Puis, admettons, le clip de Plume, tu l'as tourné comment? C'est quoi l'histoire derrière ce clip-là? Y en a-tu une? C'est 16 Pad aussi. Ouais. Dans le fond, on est allé à Hudson, c'est comme dans l'ouest ou l'est de Montréal, je sais pas sûr. Fait qu'on est allé enregistrer ça. C'était une belle journée. Là. C'était mon premier clip que j'avais fait, que je faisais comme à vie, qui était en vrai, parce que Sarah avec son cassé, c'était un clip qui était homemade. Mais le clip de Sarah était quand même très cool. Ça ressemblait beaucoup à du cinéma expérimental. Ouais, ça pouvait. Mais c'est 16 Pad, encore là, qui avait monté le truc. Ah ouais? OK. Mais moi, je lui avais envoyé plusieurs séquences de ce que j'avais pu tourner dans les conditions. Ouais. Tu as tourné ça au parcours du Cerf, hein? That's it, ouais. J'ai remarqué. À Longueuil, ouais. That's it. Longueuil gang. Parcours du Cerf. Mais c'est ça. On fait avec les moyens du bord, tu sais. C'est ce que le confinement m'a appris. T'es pas obligé d'équiper d'une Canyon dernier format pour faire de quoi, tu sais. OK. Fait que l'histoire derrière Plume, c'est que t'es allé dans l'ouest de l'île de Montréal puis t'as tourné ça. Ouais, on est allé faire plein de belles shots. On a l'auto, il y a du monde qui me demandait d'où vient l'auto, la belle. On a croisé quelqu'un en route qui avait cette auto-là, puis le réalisateur a fait on peut-tu te l'emprunter pour ouais? Ouais, deux était super down. Ah, ben, c'était insane. Moi, je l'ai montré, je suis allé à Sherbrooke avec un de mes amis, Félix, Charlotte. Puis lui, j'ai montré, on a viré une brosse, puis le lendemain, on était écrasés ces divans à regarder des clips de rap. Oh, J'ai dit, attends, il faut que je te montre quelque chose de chaud. Là, j'ai mis Plume, puis il était comme, what? Oh, la voiture est insane! Ah ouais, c'est là qu'on reconnaît les fans de voitures. Moi, personnellement, ça m'importe pas vraiment les autos. Ouais, là. non, mais c'est un peu... C'est pas un fan de voiture, c'est juste c'est vintage. Ça fitait tellement avec ton esthétique, c'était fucking cool à voir. Ouais, c'est la direction. C'est le hasard de trouver cette auto-là. En plus, c'était pas... On avait une auto de louée pour la journée, c'était pas elle. C'est quoi? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Mais c'était comme même type shit là, de vieille auto, mais elle, c'était comme le mieux qu'on pouvait avoir. Là. Puis, est-ce qu'il y a d'autres clips qui s'en viennent? D'autres clips, ouais, totalement. Ouais. Mais en fait, à l'heure où vous allez le voir, le clip Bulletproof va être sorti, donc allez écouter ça. Une chanson qui parle de quoi? Qui parle de séparation. OK. En fait, c'est vraiment une pièce de théâtre, le Bulletproof. C'est une grosse... C'est pas inspiré de ma vie, ni celle de mes proches. C'est vraiment une pure invention. Qui est comme un peu un gars qui a une femme qui est fictive, s'enlève la vie, puis on comprend pas trop pourquoi. En tout cas, c'est la suite brève de l'histoire de Sarah. Qui perdure dans l'album. Fait que vous allez pouvoir voir ça. Fait que le clip a l'air de quoi un peu? Peux-tu me dire des infos exclusives? On a tourné dans plusieurs bels endroits colorés. On est allé dans une maison abandonnée, dans une buanderie, un peu classique. Mais attends, où est-ce qu'on a tourné d'autres? Dans un motel. En tout cas, ça va être... Je pense que ça va être un beau clip. Puis ça va comme achever un peu la série de ces 4 clips qui sont sortis récemment. Tous réalisés par le même gars? Tous réalisés par la même équipe, ouais. Puis cette équipe-là, comment est-ce que tu l'as rencontré? Moi, c'est un de mes agents qui m'a complètement mis en contact avec lui. 16 Pad, tu l'as rencontré comment? Est-ce que c'est ton agent? Non, c'est vraiment juste mon vidéographe. Ben, c'est pas mon vidéographe, c'est... On va dire c'est un vidéographe qui tourne beaucoup avec les artistes de Joe Ride. Qui? Excuse-moi, je connais pas. Il tourne Joe Ride. Ah, OK. C'est Joy Ride. Je sais pas si je le prononce bien. C'est dans le fond les balles à loud, Rhymes, en tout cas d'autres artistes. Puis voilà, fait que c'est comme ça que j'ai connu 16 Pad. J'ai une question pour toi. Yes. J'ai tout le temps eu l'impression que signer avec un label, c'est vraiment quelque chose de gros, pis t'es comme oh shit, là je le sens que comme je suis en train de passer à un next step. L'expectation versus reality de signer avec un label puis travailler avec un label, c'est comment? C'est moins de travail. Ben oui, ça enlève un certain poids de tes épaules. Moi, je pense pas vraiment à l'argent. Je veux dire,
c'est vraiment... Moi, je fixais pas là-dessus. Là. Avant de signer avec 47, j'avais eu 2 offres. Puis, tu sais, je veux dire, c'est l'ambiance, là. C'est l'ambiance avec quitter, parce que ces gens-là, moi, je communique avec eux presque à tous les jours. C'est eux qui décident, qui m'aident à décider dans quoi je m'enligne, quelle chanson est bonne, quelle chanson est mauvaise, où est-ce qu'on va me sponsor, où est-ce qu'on... Fait que c'est important que tu s'entendes bien avec eux, puis en bout de ligne, je veux dire, c'est sûr que ça peut être impressionnant au début. Moi, au début, je veux dire, on me sortait les noms de ceux qui travaillaient avec moi, je comprenais pas qui faisait quoi, c'était quoi un directeur artistique concrètement, c'était quoi. Mais tu finis par le comprendre, là. Tu finis, puis à un moment donné, t'es comme, tout est chill, là, Fred, là. Je veux dire, ces gens-là, maintenant, ils savent t'es qui, je suis qui, je sais ils sont qui, puis on commence à bosser, tu vois. Puis t'avais-tu peur de tomber, mettons, je sais qu'il y a plein d'artistes, je sais que je reparle de Lil Wayne, mais lui, il a été fuck dans un deal qui a été vraiment terrible. Ça t'a-tu fait peur avant de signer dans un deal? Ben, je veux dire, ça... De te faire fuck avec ça? Ouais, ben ça fait partie d'une part de risque, là. À un moment donné, je veux dire, faut que t'arrêtes d'attendre. Moi, je suis clairement que je suis stressé dans la vie, là. Je pouvais pas gérer ça tout seul. Ah ouais? T'es stressé? Ouais. Je pouvais pas juste y aller en solo, là. Du moins, pas pour l'envergure que ça allait prendre, là. Fait que il me fallait une équipe, puis c'est vraiment eux que je trossais le plus, puis on s'est rencontrés en vrai. Eux sont venus à Montréal. Parce eux, ils sont à Paris. Eux, ils sont à Paris, c'est ça. OK, donc ils sont vraiment déplacés. C'est ça. Ils se sont déplacés, mais je pense parce qu'il y avait un show, justement, avec quelques-uns de leurs artistes. Fait que j'ai décidé de les trosser, puis pour l'instant, je suis entièrement satisfait de mon entente avec eux. OK. Ben, Fred, merci infiniment d'être venu au podcast. Ben, pas de problème, merci à toi. C'est vraiment cool. Fait que, où est-ce qu'on peut te suivre? Tu peux parler à la caméra. Vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est Fred Music. En fait, Music. Sur YouTube, l'album va sortir sur toutes les plateformes, ainsi que le clip Bulletproof, c'est ça, sur YouTube. Fait que, merci, man. Ben, ça fait plaisir. Ben, bonne semaine. Bonne semaine.